Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler donc de cette petite chute sur le BTC. On va expliquer pourquoi, on va réfléchir au fait de savoir si c'est fini ou pas. Et puis, on va également, je pense, assez rapidement développer toute la narration autour de l'Europe qui essaye un petit peu de freiner, on va dire, l'adoption des cold wallets. Et je vais expliquer en quoi c'est important d'interpeller le Parlement européen par rapport à ça. Ensuite, on ira voir une altcoin très sympa avec une bonne configuration, le Mina, moi sur lequel je suis depuis assez longtemps, mais je vais vous la représenter parce qu'elle présente peut-être ici des débuts de structure, de bottom sympathiques. Donc on passe tout de suite en partage d'écran. Si jamais tout ça vous plaît, vous séduit, etc., si à un moment donné de la vidéo, vous vous dites, ah bah tiens, j'aime bien la façon de penser de ce mec, n'hésitez surtout pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, mettre un petit like et éventuellement un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Cette chaîne ne vend pas de formation, elle vend juste du contenu, c'est-à-dire que petit à petit, grâce à une quotidienne sur Bitcoin, vous pouvez commencer à vous former de manière différente, apprendre à réfléchir par vous-même. Donc c'est tout le but de cette chaîne. On a également un Discord sur lequel vous pouvez nous rejoindre. Ici, hier, j'avais annoncé une chute à 44,5. Donc on est allé à 44,3. Pour moi, cette correction a des bonnes chances d'être potentiellement finie. Pourquoi? Parce que graphiquement, c'est très joli. Comment on appelle ce type de figure? On appelle ça un Bart Simpson, puisque vous avez ici la tête de Bart, ça coupe en brosse et on revient en fait au point ici initial. Quelle est la psychologie de cette figure? Bah, tout simplement, on va dire une liquidation dans les deux sens. C'est-à-dire que ici, on monte donc beaucoup de longues, on va dire, se développent. Ici, on accumule du longueur, on accumule également du shorter au-dessus. Et puis là, ensuite, on vient rect tous les longues. Donc, ça, c'est dans les deux sens. Pourquoi? Parce que ça, c'était aussi un short squeeze, hein. Vous comprenez ici qu'il y avait, bien entendu, au-dessus de cette grosse résistance, beaucoup de liquidités à prendre. Pourquoi on a ici dessiné un petit peu quelque chose qui ressemblait un petit peu à un bull flag, etc. Bah, tout simplement pour piéger un petit peu les acheteurs. Donc à partir de là, voilà, je lis Bart Simpson. Pour moi, à l'instant T, il est fini. C'est une figure qu'on retrouve assez souvent sur Bitcoin. Vous voyez que juste en une heure, en revenant un petit peu en arrière, vous voyez assez souvent ce type de liquidation dans les deux sens se construire. Donc voilà, pas de panique, hein, à partir de là, voilà. Pour moi, cette correction, à partir du moment où on est en tendance haussière, a des bonnes chances d'être finie. Je vous avais annoncé que on avait 50% de chances de pullback sur la résistance horizontale de ce triangle ascendant, hein, qu'on a mis en évidence il y a de ça plusieurs semaines. C'est ce qu'on a fait, donc ce pullback est également validé. Donc on garde bien entendu ici cette résistance-là. Vous connaissez les targets, si vous suivez la chaîne, vous connaissez les targets de ce triangle ascendant, qui est en fait la totalité de la figure, qu'on va prendre ici à partir de là, là, tac, et qu'on reporte au point de cassure. Donc au point de cassure, c'est ici, une target pour cette figure de 54 000 $. Avec le nombre de chances comment dire d'arriver à la target, ben, je ne l'ai pas mis là, mais c'est autour de 70% de chances. Donc voilà. Vous connaissez maintenant toute cette figure, on va dire court terme. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, je vous ai expliqué les autres figures long terme dans lesquelles on est. Donc pour moi, à partir de là, sur Bitcoin, la correction est finie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a retraversé ici ce support assez facilement, la ligne de coup de l'épaule tête-épaule. On a fait un joli rebond ici. Théoriquement, on s'attendrait plutôt à une correction en 3 vagues. Est-ce que vraiment on l'a, comment dire, en zoomant un petit peu? Pas vraiment. Donc, bon, mais je pense pas ici vraiment qu'on va revenir retester ce niveau. Peut-être avec l'order flow, donc en suite de vidéo, un peu plus tard dans la vidéo, peut-être qu'avec l'order flow, on va voir des signaux qui nous diront que oui, ce rebond, enfin cette mèche basse puis ce léger rebond ont potentiellement été trop longués et qu'on va refaire à nouveau le même mouvement. C'est ce qu'on va aller regarder dans l'autre sens, ou alors qu'on a encore trop de levier ici, donc qu'il va falloir potentiellement les nettoyer. C'est ce qu'on va voir plus tard. Là, on va s'intéresser maintenant plutôt au fondamental. Et pour moi, l'information vraiment importante du moment, c'est que l'amendement qui est un petit peu
euh, en fait, si vous voulez, il y a un amendement voilà, qui dit que concrètement, les cold wallets, donc vos Ledger, vos MetaMask, tous les wallets qui ne sont pas directement connectés à un échange, vont devoir dorénavant subir un KYC. KYC, donc un Know Your Customer, c'est-à-dire tout simplement que comme quand vous vous inscrivez sur un échange, il va falloir donner votre nom, une copie de votre passeport, etc. Ça pose de vrais problèmes pour les échanges et c'est une problématique qui est uniquement européenne, hein. Je vous rappelle que cette loi s'inscrit dans l'ordre de la TFR et du MiCA, qui est voilà la loi sur le transfert des fonds, voilà. Et concrètement, ça pose des vrais problèmes parce que on pose la responsabilité sur les échanges de devoir garder ces données. C'est-à-dire que par exemple, imaginons que un hacker récupère toutes les données des adresses privées de chacun. À ce moment-là, on saura exactement la fortune de chacun. Donc ça pose des vrais problèmes, entre guillemets, de secret bancaire. Et pour moi, c'est une attaque à un des fondamentaux de Bitcoin, fondamental, qui est, vous avez une adresse publique, mais vous avez aussi une adresse privée. Cette adresse privée doit être anonyme. À partir du moment où vous cassez ce côté décentralisation et anonymat de votre propre adresse, c'est-à-dire c'est l'intérêt d'avoir, comment dire, un wallet, c'est d'avoir vos propres clés, de ne pas être dépendant d'un exchange. À partir du moment où vous perdez l'anonymat là-dessus, c'est très grave pour le marché des cryptos en général. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que beaucoup de gens vont de toute manière, comment dire, plutôt héberger, voilà, je parle pour les gros, hein, je parle pour les très gros, comment dire, portefeuilles, probablement héberger tout leur portefeuille, etc. aux États-Unis. Si par exemple, je ne sais pas, Bernard Arnault décide qu'il est dangereux, enfin, qu'il veut mettre 10% de sa fortune, par exemple, en Bitcoin, et qu'il est dangereux pour lui d'investir en Europe parce que son identité ne sera potentiellement pas protégée via son adresse, à ce moment-là, il est possible qu'il décide de le faire dans un autre pays ou via d'autres manières, de manière à rester anonyme. Mais c'est vraiment pas très bon. Ça rajoute aussi des barrières à l'entrée, c'est-à-dire que à partir du moment où vous voulez, par exemple, sécuriser vos cryptos, ça va rajouter des barrières à l'entrée pour sécuriser vos cryptos. Ça engage les gens à rester sur des exchanges que moi je trouve vraiment pas excellents en termes de sécurité parce que les exchanges sont régulièrement hackés ou attaqués ou tout simplement parce que les exchanges peuvent être interdits dans votre pays. Si un jour à un moment donné on banne les cryptos, vos comptes pourraient être frisés du jour au lendemain alors que là vous avez la totale liberté d'avoir un ledger avec vos clés, ce sont vos clés. Si un jour vous décidez de récupérer vos bitcoins, vous allez dans un autre pays, je sais pas, vous vous débrouillez à les envoyer sur une autre adresse et ensuite à les récupérer, mais vous avez toujours de toute façon une porte de sortie. Et surtout, vos clés vous appartiennent et vous avez à partir de là, vraiment, ce sont réellement vos bitcoins. Donc, loi très importante. Personnellement, j'ai tweeté plusieurs tweets de manière à interpeller ici le Parlement européen. Je vous mettrai en description tous les hashtags, etc. À mettre si jamais vous voulez également, comment dire, aller un petit peu les charcler sur Twitter. C'est vraiment pas une mauvaise chose que de le faire, je pense. Voilà, il faut de toute manière se battre pour ses droits un minimum. Et là, en l'occurrence, bon, ben voilà, c'est quelque chose qui nous concerne vraiment. Et c'est vraiment très important que l'Europe reste aussi dynamique au niveau des cryptos ce qu'elle ne l'est pas encore. C'est-à-dire qu'à minima, comment dire, on est des gens qui essayent de comprendre un petit peu cette technologie et plutôt que de mettre des bâtons dans les roues, essayent de l'utiliser de manière à ce qu'on puisse créer des emplois et être les leaders en la matière. Voilà, pousser les entreprises qui gravitent autour du Bitcoin. Je pense à ceux qui font du mining comme Sébastien Gouspillou. Je pense à Asher comme Just Mining. Je pense à la société Ledger qui, je crois, est à Clermont-Ferrand. Je pense à voilà, tout cet écosystème, là j'ai parlé beaucoup de français, mais qui se développe en Europe et qu'il ne faut surtout pas laisser tomber. Donc ça pour moi c'est la news majeure. Vous voyez ici que c'est un petit peu la même chose sur Coindesk. Alors ça c'est pas la une de Coindesk, mais on a des articles également là-dessus et qui expliquent un petit peu à quel point voilà c'est une violation of privacy que de enlever un des fondamentaux quelque chose qui pour moi est un des fondamentaux de Bitcoin, qui est l'anonymat des cold wallets. Le KYC pour les exchanges, je suis pour, c'est une protection
caution. Le KYC pour les cold wallets, je suis totalement contre. Si vraiment, à un moment donné, les fonds doivent être tracés, les États ont d'autres manières de le faire que de connaître l'adresse de votre cold wallet. D'autant plus que ça met une pression sur les exchanges qui, du coup, vont probablement tout simplement interdire en Europe les transferts vers les cold wallets. Plutôt que d'avoir à protéger ces données, ce qui est extrêmement coûteux, ils vont juste simplement, et ça va les arranger, puisque, bon, quand vous transférez sur votre wallet, ils vont prendre quelques frais au passage. Ça, c'est peut-être pas mal. Mais ça les arrangera plutôt de pouvoir fractionner vos bitcoins. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi que les exchanges peuvent prêter un bitcoin à plusieurs personnes à la fois, un petit peu comme font les banques avec l'euro, parce que ça s'appelle une répartition du risque, c'est du fractionnement. Alors que quand c'est vos bitcoins, c'est vos clés, personne ne peut fractionner votre bitcoin. Vous êtes votre propre banque et vous pouvez décider de le stacker, le mettre sur Lightning par exemple. Enfin, voilà, essayer d'avoir, je parle là beaucoup de Bitcoin, mais ça correspond bien entendu à toutes les cryptos en général. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tweet ou deux, histoire de les charcler sur ce projet qui a été voté à 58 voix contre 52. Pour l'instant, il n'est pas voté définitivement. Il doit y avoir encore beaucoup d'allers-retours, etc. Donc, on a juste 6 personnes à faire balancer ici. 62 pour et 51 contre avant que l'ensemble du projet soit adopté plus tard dans la journée. Donc, ici, sincèrement, en fait, c'est une première lecture. Hein. C'est pas encore une loi réellement, mais il va falloir dans les prochains mois faire un petit peu pression. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire. Désolé pour cette intervention un petit peu longue sur la TFR et l'école d'Ouellet, mais je trouvais que c'était important de le faire. Ensuite, on va sur Trading Light pour voir l'order view. On va peut-être d'abord faire un petit peu les news macro, les autres. L'Ukraine qui apparemment a frappé sur le territoire russe. La Russie qui apparemment lutte pour redonner, on va dire, de l'offre à ses forces, c'est pas ce que je veux dire, pour réapprovisionner voilà, ses troupes. Et ici, on voit que le marché de l'emploi aux États-Unis se porte très bien, puisqu'on a eu 431 000 créations d'emplois en mars. Donc ça veut dire que ça peut donner éventuellement à Powell des idées de dire si l'emploi marche bien, si les salaires augmentent, il va falloir combattre encore plus l'inflation. Et puis, voilà, écoutez, on a fait le tour, je pense, là, ici, sur Bitcoin. On va vite fait faire tout ce qui est order flow, les options qui ont clôturé ce matin. Ce matin, on a dû clôturer à 44 500, 44 500 à 9 heures. Donc, vous voyez qu'on s'est un petit peu rapproché de la poche de liquidité dont je vous parlais. Hier, je vous disais entre 43 et 44 000, on sera déjà bien. Donc, voilà, ce dip au 44,5 était plutôt sain et plutôt bien senti à l'instant T. Est-ce qu'on peut dipper plus bas? Oui, ça serait pas trop un problème. Je vous en ai parlé aussi hier en vous disant que un dip au 43, 41, 43 n'était pas non plus déconnant avec la poussée qu'on a eue dernièrement. C'est pas tellement grave ici de consolider. Qu'est-ce qui s'est passé ici au niveau du trading en levier, des dérivés? Et ben, vous voyez que le prix a baissé. Ici, on a liquidé donc beaucoup de shorts. C'est aussi, on le voit aussi, le funding diminue puisque les nouveaux contrats sont très peu en short et que beaucoup de shorts sont liquidés. Ici, le sentiment change totalement. Les gens passent Pardon, j'ai dit short, excusez-moi, on a clôturé, excusez-moi, beaucoup de longues, bien sûr, longueurs. Et puis, à force de clôturer des longueurs, ici, on vient liquider, rebondir et liquider du shorter sur ce rebond-là. Donc, bien évidemment, parce qu'il y avait des niveaux ici qui s'étaient accumulés. Vous comprenez que ici, si le funding descend, ça veut dire qu'on a des shorters qui rentrent, même si beaucoup de longueurs sont liquidées, leurs contrats sont fermés, ou alors ils ferment leur position. Voilà, ici on a principalement du short à l'instant T, donc on va quand même noter, alors il n'y a pas énormément de rebond au terme de nombre de contrats, donc ça ne doit pas être une ligne très forte à prendre, mais on aurait ici une ligne à prendre en short, et puis là, est-ce qu'on avait encore du long? Non, littéralement, le sentiment a changé ici. On peut dire que ici, on avait encore un petit peu de long quand même dans la place, donc on va se noter un niveau ici à prendre en
longue. Tout ça est du 5 minutes, hein, donc c'est très précis. Là, je vous dis plutôt quelle sera la météo de demain plutôt que dans 3 mois, hein, bien évidemment. Sur cette chaîne, on fait un petit peu toutes les time frames. Là, on est sur iBlock, donc on est sur les 3 derniers jours et les gros leviers. On imagine que les grosses positions ont pris des gros leviers, x25, x50, etc. Et iBlock nous donne un petit peu des prix à potentiellement aller chercher sur les ouvertures de grosses positions. Ici, si jamais on fait un short squeeze, remonter jusque éventuellement au 48,3 serait un niveau correct à prendre. Et là, à l'instant T, si on fait un long squeeze, quelque chose entre 43 et 43,7 serait plutôt pas mal. On va aller voir une autre vision graphique de la chose sur Kingfisher, où là on est beaucoup plus sur la longueur, on n'est pas sur 3 jours comme on est sur iBlock, on est sur des réflexions beaucoup plus longues en termes de prix de liquidation. C'est toujours un algorithme aussi, donc ce ne sont pas des informations, ce sont des traductions de variations de l'open interest qui sont traduites par des algorithmes. Vous voyez ici qu'on a un gros pic à prendre au 43. Donc voilà, pour moi, ce pic-là, ce ne serait pas non plus déconnant de le prendre. Et on a aussi un pic à prendre jusqu'à 48, comme je vous l'avais dit précédemment. On revient rapidement sur le prix de BTC pour donner un petit peu une idée de ce que pourraient donner les mouvements à l'instant T. Personnellement, je pense que ici, à l'instant T, on s'approche d'un week-end. On a fait une clôture monthly, d'ailleurs, tiens, on va aller regarder un petit peu ce que ça dit. Hop, on a fait une clôture monthly cette nuit. Donc, on est sur une baisse consécutive de 3 mois. Vous voyez qu'ici, par rapport au triangle, on sort totalement, on réintègre au-dessus. Et sincèrement, voilà, des bougies qui s'empilent plutôt bien. Ici, une queue, mais pas de tête au milieu. Ça veut dire principalement quand même une pression haussière puis correction. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a comme structure en monthly? Bah, vous voyez qu'on a tout simplement une running, hein. On est toujours dans cette running flat là, qui est en ABC. Potentiellement ici, ce qu'on cherchera, ça sera à casser cette running. Ensuite, en weekly, bah, on est vendredi, donc on regardera ça plus tard. Bon, on a toujours donné vie, effectivement, et voire on est en train de valider fortement ce W Weekly, qui est très joli, et également celui-ci. Donc un W dans un W, qui fera peut-être partie d'un plus grand W si on continue à la hausse ici. Pour moi, à l'instant T, est-ce qu'on a assez liquidé ou pas? Est-ce que ce deleveraging s'est fait? On a deleveragé à peu près 1 milliard ici. Si vous allez voir ici, par exemple, sur les liquidations, ne serait-ce que hier, avec ce dip, on a liquidé 400 millions. La veille, on avait liquidé à peu près 400 millions aussi. Donc, on a liquidé quasiment 1 milliard, plus ceux qui sont sortis de position. Voilà. Retour de l'open interest du CME, et ça, je regarde beaucoup le 24 heures change. Pas vraiment aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu une journée où le CME est revenu. Pour moi, le CME, c'est avoir l'idée de comment les institutionnels sont intéressés ou pas par ce marché. Un autre intérêt qu'on peut regarder ici, c'est celui de Grayscale, le premium de Grayscale qui est à moins 27%, donc pas vraiment, il n'a pas vraiment bougé non plus énormément aujourd'hui. Notre ami La Baleine, qu'on regarde de temps en temps, n'a toujours pas racheté quoi que ce soit ici, donc il n'a pas acheté ce dip à 44,5 en ce qui le concerne. Ensuite, peut-être qu'on pourrait aller faire très rapidement un petit peu de Glassnode juste pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des adresses. Les plus de 1 Bitcoin en forte augmentation, vous le voyez ici, on va peut-être zoomer un petit peu plus juste voilà, sur 2020. Forte augmentation des adresses de plus de 1 Bitcoin. Les adresses à plus de 10 Bitcoin, on a eu un très gros bond aujourd'hui aussi, enfin ça c'était hier en l'occurrence, très gros bond sur ce petit dip là. Donc là, mon abonnement ici, Glassnode, s'arrête à hier, donc du coup, vous n'avez pas la journée d'aujourd'hui, mais on voit quand même qu'on est sur un retournement haussier à ce niveau-là. Le nombre d'adresses à plus de 100 Bitcoin, on est plutôt sur de la latéralisation. Là, ici, ça se calme un petit peu. On ira revoir éventuellement demain. Adresse à plus de 1000 Bitcoin, ça distribue un petit peu. Et puis, adresse à plus de 10 000 Bitcoin, on est sur de la hausse aussi. Donc, voilà, en tout cas, pas de distribution majeure à l'instant T. On est plutôt sur de la réaccumulation. On va passer maintenant sur Mina. Alors, qu'est-ce que c'est Mina? On va d'abord faire un petit peu le fondamental. Déjà, moi, je trouve que la charte est relativement jolie parce qu'on commence à avoir un petit peu une structure.
Le fondamental de Mina, c'est quoi? Tout simplement, c'est ce qu'on appellerait une blockchain un peu light, très succincte, de manière à ce que les coûts de fonctionnement des nodes soient très très petits et mineurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement, si vous possédez du Mina, vous pouvez vous-même avoir votre propre node parce que ce node ne fait que, alors que bah, par exemple, toute la blockchain de Bitcoin va faire 80 gigas. 80 gigas, ce node va faire par exemple 256 mégas. Donc vous allez pouvoir le stocker dans toutes vos applications, etc. La blockchain entière va pouvoir être stockée directement dans l'application que vous utilisez par exemple le développeur, etc. Donc des frais de transaction qui sont très bas. Et puis dans l'idée, c'est une plateforme de smart contract qui a vocation à être un système de paiement, donc un petit peu comme le Lightning ou un petit peu comme des coins qui sont vraiment voués au paiement, par exemple entre personnes, etc. Ou je sais plus, je crois que c'était un autre projet qui s'appelait Casta qui était là-dessus aussi qui tourne sur Ouroboros, donc du coup un petit peu sur le principe de ADA en proof of stake, si je dis pas de bêtises, et voilà quelque chose qui fait que les temps de transaction sont très rapides et un report qui exécute le protocole grâce à une communauté publique, donc très décentralisée, très rapide. Donc c'est toujours le trilemme de la blockchain que vous connaissez probablement, c'est-à-dire un trilemme, un problème à résoudre entre trois choses importantes qui sont en gros la sécurité, la scalabilité et la décentralisation. Quelque chose qui est safe, scalable, donc beaucoup de transactions par seconde et très décentralisé, est une très bonne altcoin. Voilà pour le fondation Mina. Si jamais vous avez enfin, pour moi, il faudrait bien entendu faire beaucoup plus de recherches que ça. Si jamais vous vouliez pas le faire, mais si jamais vous étiez, comment dire, intéressé pour acheter du Mina, ici on voit un petit peu l'équipe et qui a investi dessus. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de fonds. Moi, je vois très souvent Free Arrows ici, Polychain. Bien sûr, Coinbase Ventures, et voilà, en gros, mais on a pas mal de fonds d'investissement là-dessus, donc ça veut dire que la smart money s'est positionnée dès l'investissement et a pris des tokens. Donc voilà, concrètement, on enchaîne ici sur le Mina, excusez-moi, un petit bug. Donc du coup, comment je fais ici pour Mina? Parce que moi, bon, j'aime bien regarder plutôt les contrats Binance parce qu'il y a un petit peu plus de monde, un petit peu plus d'échanges là-dessus. Donc j'aime bien regarder les contrats Binance. Comment j'ai fait pour placer ici, par exemple, mon Fibo pour savoir si j'étais en zone de retracement? Bah, tout simplement, je vais sur CoinMarketCap, je me mets sur l'onglet All. Donc là, je vois toute la charte et je regarde là ici quel était le point le plus bas. Donc ici, on a à peu près $1, 0,95. Le point le plus haut, ben, on l'a déjà sur la charte. Donc du coup, voilà, je l'utilise à cet instant-là CoinMarketCap. J'en profite ici pour regarder que Mina, en gros, est dilué à peu près à un peu plus de 50%, puisqu'il y en aura 824 millions en circulation, il y en a déjà 440 000, donc une dilution autour de 55-60%, donc c'est pas mal. Ici, on nous reparle de Coinbase Venture. Vous pouvez assez facilement, grâce à CoinMarketCap, ici, aller voir le site et le white paper. N'hésitez surtout pas à le faire. Vous pouvez également aller voir leur Twitter. Il y a tout, en fait, sur CoinMarketCap, tout est là pour analyser plus ou moins une alt. C'est tout simplement fait pour ça. Donc, il faut surtout pas hésiter à passer 10 minutes avant d'investir sur quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc, on revient sur Mina. Ici, donc, on est en zone de rechargement. Donc, au niveau de la localisation, c'est pas mal. Si jamais on devait tracer une trend, on le ferait comme ceci, c'est sur cette descente-là, on est effectivement de l'autre côté. Bon là, vous voyez même qu'on pourrait la mettre pile poil comme ça a vraiment suivi, voire ici, elle a fait résistance, 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 et puis on a cassé, on est passé de l'autre côté. Donc à l'instant T, on pourrait dire qu'il y a même deux trends. Il y en a une qui avait été d'abord premièrement cassée ici, et vous voyez que c'est pas une science exacte, c'est juste simplement une sorte de, comment dire vérification, voilà, vous vérifiez qu'on est sorti d'une trendline, ça ne veut pas dire que c'est un indicateur ultime. Néanmoins, on voit un énorme retour des volumes ici, là, vous le voyez en bas, là, beaucoup de volume ici sur ces trois bougies-là, énormément de volume aussi sur celle-ci. Donc là, on a une pression acheteuse très forte sur Mina, qui est un petit peu la hype en ce moment. Pression acheteuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire accumulation, donc ça veut dire force d'achat, donc ça veut dire fin d'une accumulation plutôt, je dirais. Ici, qu'est-ce qu'on a sur le RSI?
eh ben, on n'a pas de divergence baissière ici en daily. On n'a pas vraiment de divergence. On suit plutôt le prix ici. Vous voyez que ici, on n'avait pas grand-chose non plus. Là non plus. Là non plus. Et ici non plus. Euh, voilà. La seule grosse divergence qu'on avait là, c'est ici le prix qui descend et là le RSI qui monte. Donc divergence baissière cachée. Elle a joué puisqu'on a latéralisé quand même pendant un bon petit moment. Maintenant, à partir de là, au niveau du momentum, est-ce qu'on a cassé ici le plus haut de momentum? Non. Donc ça veut dire que ce mouvement d'achat-là était plus fort en puissance que celui-là, mais celui-là était plus long dans le temps. Donc ça, c'est pas très bon. Après, par contre, on voit qu'ici, on commence à dessiner des W sur le momentum. Ici, on est quand même dans un moment où ça commence à vendre un petit peu. Et ce mouvement de vente ici était moins fort que celui-là également. Donc on est plutôt ici sur une contraction de MACD. Donc ça amène à penser à un éventuel mouvement violent plus tard. Sur le Cypher, vous savez que j'aime bien regarder le Cypher, moi, et bien vous voyez que l'argent n'arrête pas de sortir ici de ce projet. On pourrait imaginer, si on définit ici une courbe sur le Cypher, que, alors quand je dis le Cypher, vous l'avez gratuitement, hein, en fait, c'est BMC Cypher B Divergence. Je leur avais proposé un petit partenariat, mais ils ont dû penser que j'avais pas assez de followers. Ils n'ont pas donné suite. Ils m'ont proposé d'acheter leur truc tout simplement et d'essayer de vous le vendre. Donc moi, ça m'intéresse pas, c'est pas vraiment l'idée. À partir de là, donc tac, vous voyez que ici, moi, les bons points d'entrée pour moi, c'est aux 2 tiers. Quand on a une vague comme ça, vous pouvez à peu près tracer l'arc de cercle assez proprement, vous voyez comme ça, en disant oh, c'est harmonieux ce que j'ai fait, oui, c'est pas mal. Je me mets aux 2 tiers et là, vous avez des excellents points d'achat. Donc ça veut dire quoi? On attendra la fin de cette correction ici. Vous voyez qu'on a un point de vente ici en termes de momentum. Ici, on avait une divergence haussière sur le Cypher. On attendra la fin de cette correction. Éventuellement, soit on rachète le cross zero ici, soit on rachète le bas. On attend carrément même que ça continue à se contracter ici. Et à mon avis, ça sera bon pour le prochain mouvement potentiellement. Hop, 222 clics à la suite. Et puis, à partir de là, donc j'étais sur le Cypher. On va aller regarder maintenant l'OBV. Alors, l'OBV sur Mina, il n'est pas très joli. Il y a eu un gros sell-off ici. Vous voyez que tout le monde est vraiment sorti à la fin, là. Je pense qu'en fait, principalement, tout le monde a eu peur parce que tout le monde voyait plutôt cette tendance s'arrêter vraiment ici, après une latéralisation, etc. Et en fait, là, on a eu un gros sell-off. Et c'était probablement un sell-off relativement de gros, hein, puisque là, voilà. Mais vous voyez en même temps qu'à la fin de ce sell-off, on va dire sur l'OBV, dès que l'OBV est reparti à la hausse, on est reparti très fortement et on a complètement explosé les niveaux d'OBV d'avant, parce que l'OBV c'est cumulé, hein, bien sûr. Donc voilà, on va faire maintenant les prises de profit. Les niveaux de prise de profit. Donc du coup, on va faire un petit peu la même chose, mais avec un autre Fibo, c'est-à-dire qu'on se rappelle que le prix le plus bas, c'était les 1 dollar. On va prendre le Fibonacci de retracement selon la tendance. On va se mettre à peu près au 1 dollar. On va prendre le plus haut. On va prendre ce qu'on considère comme le plus bas, qui pour l'instant est provisoire. Ceci est un V-bottom, donc il est quand même relativement probable qu'on vienne au moins le retester ici, hein, c'est-à-dire aux 2 dollars. Donc moi, personnellement, sur la méthode d'achat, j'aurais tendance à mettre 50% ici et garder un ordre à 50% là, au cas où. Ensuite, au niveau des niveaux de prise de profit, pour moi, 100%, 61,8, tout simplement, parce que là, on a baissé beaucoup. Hein, donc si on était dans une hausse déjà, mais j'ai tendance, moi, comment dire, en ce moment, à favoriser les 61,8. Ici, je voyais que je mets mes niveaux juste en dessous, 3,618 et puis 4,236. Ça nous emmènerait un Mina à 25 dollars. Est-ce que ça, c'est possible? On va tout simplement voir sur Market Cap Off pour voir si c'est quelque chose de possible. Ici, on met Mina Protocol et on lui donne la Market Cap de... déjà, combien il est Mina? Mina est 82e sur le ranking de CoinMarketCap, donc on va le mettre dans le top 30 déjà et voir ce que ça donne. Axie Infinity par exemple, 14 dollars, on est loin du compte. Donc on va le mettre dans le top 20. À la place d'Unir, 21 dollars. Voilà, bon, on sait qu'à peu près dans un top 15, il faudrait que Mina fasse un top 18, on va dire. Polygon, 25,97 $. C'est à peu près ça. Bon, sincèrement, pour moi, c'est des niveaux de prise de profit qui sont un petit peu présomptueux, même si, bien entendu, ceci
Ceci veut dire que la market cap reste égale, c'est-à-dire que tout le monde reste à la même place avec la même market cap. Donc là, vous comprenez on est potentiellement sur des niveaux où le total des cryptos, le total du gâteau, le gâteau dans son général, dans sa manière générale, est à 2100 milliards de dollars. Il est bien évident que ce gâteau pourrait terminer à un moment donné à 4000 milliards. Vous avez ici le classement de tous les assets par market cap. Vous voyez la market cap du gold qui est à 12 000 milliards, Apple qui est à 2,2 milliards. Vous comprenez ici que comment dire, la market cap de Amazon, là, c'est pour regarder, quand on regardait 2,1 trilliards, c'est la totalité des cryptos, hein, bien entendu, le total. Ici, Bitcoin qui est à 900 milliards. Donc, sur la totalité des cryptos, imaginons que la totalité des cryptos reprennent, par exemple, la market cap du gold, on ferait 1 x 6 sur la market cap actuelle. C'est ce que je vais vous expliquer. C'est-à-dire que 1 x 6 sur la market cap actuelle, qui engloberait la totalité des cryptos, donc adoption très forte et quasi mondiale, mais encore que la market cap du gold est pas tellement, c'est pas non plus voilà, quelque chose de totalement incroyable, ferait 1 x 6 sur tous les assets, si tous les assets devaient augmenter. Voilà. Donc à partir de là, on a quand même quelque chose qui est un petit peu inflationniste, un tout petit peu, et là du coup j'ai perdu Mina, c'est ça, ouais. Hop, donc on va faire, et je crois que c'était en plus une charte qui était ici, mais je crois que c'était en x2 sur 2. Hop, pour avoir une charte propre, j'avais fait ça, voilà. Ok, donc du coup, là, vous comprenez, donc 2 points d'achat pour moi, oui, voilà, c'est ça, on va les laisser d'ailleurs, hop, tac, ici et là. Et les niveaux de prise de profit, pour moi, j'en enlèverai quelques-uns quand même, parce que c'est un petit peu présomptueux de dire que Mina va faire un top 15, même si pas impossible, sincèrement. Pour moi, j'enlèverai le 4.236, ainsi que le 3.618. Déjà, voilà, on reste dans des niveaux plus corrects, le capital tourne plus vite, c'est pas plus mal. Éventuellement, aux 5 dollars ici, on pourrait reprendre 50% de son investissement. C'est-à-dire que l'asset va faire un x2, vous comprenez que c'est ça l'idée. Donc du coup, dès qu'on a fait un x2, on sort. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ici, vous voyez que 100%, on aura fait un x2. Dès qu'on a fait 100% sur l'asset, on récupère la moitié de sa mise, en fait. Enfin, on récupère sell half at double, ça s'appelle le SHAD. On récupère la moitié de on revend la moitié de son investissement pour récupérer la totalité de sa mise. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, donc ici après vous aurez du Mina gratuit, vous le laissez courir. Si vous voulez même, vous pouvez le garder, jouer au golf avec, faire ce que vous voulez. Mais du coup, il est gratos. Donc c'est beaucoup plus détente au niveau des hauts et des bas de Mina, bien entendu. Dès que vous n'avez pas payé quelque chose, et ben c'est un petit peu le truc de rembourser vos invitations. Du coup, enfin voilà, bon, là je m'égare, mais en tout cas, vous comprenez un petit peu l'idée ici. Si jamais on voulait faire un trade, par exemple, sur Mina, du coup, ça permettra un petit peu de faire du risk management, puisqu'on est sur une vidéo qui n'est pas encore trop longue, encore que je viens de voir le temps, c'est quand même relativement long. Donc, si jamais on voulait faire un trade sur Mina, on se pose ici. On va donc au 0,618, zone de rechargement par excellence. On se cale, par exemple, un stop ici, ou même, on peut très bien même aller jouer un ratio de 2 et se garer un stop par là, voilà. Donc en se disant que Mina ne retournera pas vraisemblablement au 1.55, mais ira d'abord au 5 dollars. Ratio de 2 pour 1, donc c'est relativement bon, puisque du coup, ça vous permet de dire que vous risquez 1 pour gagner 2. Ici, vous comprenez que là, on a 1 et là, on a 2. C'est ça l'idée du ratio de 2 pour 1, hein, puisque votre stop loss est ici, votre point d'achat est ici. Donc l'idée, c'est que ce 1, en fait, si jamais vous avez par exemple un win rate, c'est-à-dire que vos trades gagnants ne sont gagnants que à 34%, vous commencez à gagner de l'argent. Vous comprenez que si vous gagnez un trade sur 3, vous gagnez 2, vous perdez 1 une fois, vous perdez 1 deux fois, donc vous avez fait 3 trades, une fois vous avez gagné 2, une fois vous avez perdu 1 et 1. Si on met les frais de côté, vous allez, ce faisant, être gagnant au 34e pourcent. Qu'est-ce que vous allez chercher comme win rate? Vous allez chercher un win rate qui va être entre 55 et 60%, ce qui sur les altcoins, si jamais vous vous formez un petit peu, est relativement pas facile à avoir. Disons que
50%, voilà, c'est quand même quelque chose qui est relativement facile. 55-60, ça demande déjà un petit peu plus d'expérience, mais 50%, c'est relativement facile. Donc, vous comprendrez ici que tout l'intérêt est de apprendre à perdre une fois sur deux, avoir ce mindset et cette solidité qui fait que quand vous perdez, c'est pas grave, vous êtes de toute façon solide comme un roc, et une fois sur deux, vous perdez, mais si vous avez le bon risk management et le bon money management, c'est-à-dire que théoriquement ici, dans cette zone rouge, là, vous ne devez risquer, si vous débutez, que 2% de votre capital total de trading, hein, pas d'investissement, mais de trading. Pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Et si jamais vous êtes vraiment sûr de votre trade et que vous avez déjà un petit peu de bouteille, vous pouvez augmenter cette somme jusqu'à 5%. Qu'est-ce que ça veut dire risquer 2%? Ça veut dire que si vous avez 100%, vous avez un fusil qui a 50 cartouches à chaque fois que vous allez pouvoir tirer 50 fois. Ici, ne risquez que 5%, c'est un fusil à 20 cartouches, donc bien évidemment, il faut être déjà un petit peu plus avisé, détendu et sûr de vos hypothèses. Voilà, donc ratio 2 pour 1, joli ratio. Ici, petit point sur le money management et le risk management. En tout cas, les bases, on va dire les règles de base. Mais en tout cas, vous aurez compris ici que tout l'intérêt de, éventuellement, de temps en temps, juste placer des petits trades. Vous pouvez aussi mixer un petit peu investissement et trade. Là, par exemple, faire un premier point d'entrée en vous disant bah, je prendrai la moitié de mes profits ici à cet instant-là. Donc, avec un ratio de 2 pour 1, vous avez compris que cette partie-là était en trade. Et grâce à vos gains de trade, vous allez passer en investissement sur le reste. Ça correspond un petit peu à peu près à la même chose que ce que je vous avais dit précédemment. Sauf que sur 50% de votre investissement ici, 50% de votre mise, vous aurez ici un stop loss. Alors que moi, en investissement, je ne mets pas de stop loss. Je peux laisser un asset aller à zéro. Pour moi, c'est d'ailleurs la différence entre ma manière de voir une différence entre je trade ou j'investis. Si je trade, j'ai un stop loss toujours. Si j'investis, je n'ai jamais de stop loss. C'est ma manière de faire sur les cryptos. Mais après, vous pouvez très bien, bien sûr, investir avec des stop loss aussi. J'ai aucun problème avec ça. C'est simplement pour moi, voilà, c'est la manière dont je définis la différence entre les deux. Bien évidemment, les plus avisés et selon votre psychologie, vous aurez besoin d'avoir également des stop loss sur les trades et c'est tout à votre honneur parce que c'est très bien de mettre des stop loss. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu en termes de vidéo. N'oubliez pas cette réglementation MiCA qui est, cette réglementation TFR qui est vraiment pénalisante pour les cryptos en Europe, je trouve. Donc n'hésitez pas à aller faire un tweet parce que vraiment, voilà, c'est des choses. Je vous mettrai tout ça en description, tous les hashtags et tous les arrobases que vous pouvez mettre. Vous pouvez le tweeter en anglais, en français, etc. Tout ce que vous voulez. Mais le plus de personnes iront un petit peu les embêter sur Twitter, le mieux ce sera pour se faire entendre. Voilà, j'ai envie de dire. À partir de là, c'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout, on est sur les commentaires à la con. Commentaire à la con aujourd'hui, est-ce que vous buvez de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille? Moi, je remplis des bouteilles avec de l'eau du robinet, comme ça j'ai l'impression que je bois de l'eau en bouteille, mais voilà. Voilà, c'est vraiment un commentaire à la con, mais j'aime bien demander des questions à la con en fin de vidéo, simplement pour voir si vous avez suivi jusqu'au bout et aussi pour créer un lien, c'est-à-dire parler d'autre chose que de trading et de crypto. Je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification, nous rejoindre sur Discord dont le lien sera en description. Merci à tous ceux qui apportent leur soutien également dans les commentaires et bonne journée à tous, peut-être week-end pour certains même, 18h07 un vendredi, c'est le 1er avril. Je n'ai pas fait de blague dans cette vidéo, mais je ne suis pas très poisson d'avril moi de toute façon, donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée à tous. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur Bitcoin et autre chose. À bientôt.